appliquée au milieu urbain. Merci. Bonsoir tout le monde. Ce que je vais vous présenter tantôt est un travail que nous avons fait. Je dis non parce que c'est en collaboration avec le professeur François Cavaillas et Robert Desjardins. François Cavaillas étant de l'Université de Montréal et Robert Desjardins, professeur associé, et déjà à la retraite à l'UQAM. Moi-même étant attaché, disons, à l'UQAM, et je dirige le programme de SS en système d'information géographique. Alors Daniel, tantôt dans sa présentation, nous a parlé beaucoup de RadarSat-2 et de ses applications, et parmi celles-ci, nous avons bien entendu le milieu urbain. Ceci dit, le milieu urbain présente quand même un petit problème parce que compte tenu de la sensibilité, disons, du radar et de sa complexité, les objets urbains, disons, vus sous différents angles, ne donnent pas les mêmes réponses. Et c'est à cela que nous nous attaquons dans ce travail. Je vais vous présenter d'abord les objectifs du travail, la méthodologie et puis ensuite les résultats auxquels on est parvenu. Quand vous regardez ces deux images-là, ici vous avez une image RadarSat et ici vous avez une photographie aérienne. Nous avons grosso modo, quand vous regardez très bien la photographie aérienne, c'est le même type d'occupation de sol que nous avons pratiquement sur toute l'image. Tandis que quand nous regardons RadarSat, nous voyons très bien qu'il y a une différence au niveau de la tonalité. Et ceci fait que c'est bien difficile aux algorithmes de pouvoir classifier, de pouvoir classer ces deux endroits-là qui sont pratiquement les mêmes choses dans la même classe. Donc, au fait, il y a une difficulté à ce niveau-là. En fait, ce que je veux dire, on dit souvent que les images radar n'ont pas besoin de correction atmosphérique, mais elles ont besoin de bien d'autres choses, entre autres ce type de correction qu'il va falloir appliquer avant de l'appliquer de manière optimale en milieu urbain. Je vous montre aussi un autre exemple. Ça, c'est la ville de Sun City en Arizona. Et vous voyez très bien que ici, désolé, que pour la même occupation du sol, nous avons, disons, des tons, des retrodiffusions qui sont carrément complètement différentes. Donc, ce qui complique vraiment la tâche des algorithmes de classification. Il faut constater ici que, même pour la même région, ici c'est Verdun, à Montréal ici, si le satellite passe en mode ascendant versus mode descendant, pour le même quartier que nous avons vu tantôt, nous n'avons pas du tout les mêmes résultats. Vous voyez très bien que cette partie-ci, disons, a une tonalité complètement différente de ce qu'elle présente sur la deuxième image qui est en mode descendant. Donc selon le mode, la réponse va changer également. Alors, on pourrait penser par exemple à une fusion, prendre une image ascendante, une image descendante et fusionner les deux par exemple pour obtenir quelque chose qui pourrait, disons, apaiser un peu ou bien diminuer, atténuer un peu cet effet cardinal qu'on remarque sur les images. Mais même si on fait cela, les résultats ne sont pas toujours très concluants parce que si je prends ici, dans ce cas-ci, vous voyez, j'ai pris une image RadarSat 1 en mode ascendant et mode descendant, je les ai fusionnés, vous voyez, on remarque toujours l'effet cardinal. En fait, l'objectif que nous voulons en faisant ceci, c'est de ramener tous les objets comme s'ils étaient vus sous le même angle. Dès lors qu'on aurait procédé ainsi, on corrigerait cet effet cardinal-là. Mais comment on s'y est pris? Au fait, on a pris des images RadarSat 1, RadarSat 2, on les a orthorectifiées, on a essayé de faire des modèles numériques de surface. À partir de ces modèles numériques de surface, nous avons, disons, circonscrit les zones de retrodiffusion des bâtiments et nous avons analysé les retrodiffusions au niveau de ces zones de retrodiffusion des bâtiments. Nous avons corrélé ces résultats au modèle théorique qui existe et nous avons dégagé un facteur, disons, de compensation. C'est ce facteur de compensation que nous avons utilisé pour corriger, disons, les images. Et la méthodologie que je viens de vous résumer brièvement, c'est ça que vous voyez en image ici. Nous sommes partis du modèle 3D de la ville de Montréal. Nous avons créé ici des modèles numériques de surface et à partir de ces modèles numériques de surface, nous avons resimulé
l'image radar, donc ici c'est une image radar simulée, à une haute résolution de 1 mètre. À partir de cette image simulée, nous avons, disons, détecté les endroits qui sont des endroits propices aux rétrodiffusions, disons, des bâtiments. Et vous voyez circonscrit en rouge ici des zones, des vecteurs que nous avons déduits de notre simulation. Quand nous la reprojetons sur une image, ça correspond, il y a un léger décalage, mais ce décalage est dû au principe radar. Une réponse est toujours projetée à côté de l'objet, surtout quand l'objet est élevé. Nous avons analysé, disons, tout ce qu'il y a comme résultat en dessous de ces zones-là que nous avons circonscrites tantôt. Nous avons regardé quel est le comportement de ces zones-là par rapport aux différentes orientations. Et ça donne le résultat que vous voyez. Si je prends par exemple, je regarde par exemple les valeurs. Ça fonctionne? Okay. Je ne le vois pas à l'écran, mais bon, c'est pas grave, je le vois. Si nous regardons, disons, la partie de l'image à l'extrême gauche, là, vous voyez les valeurs de rétrodiffusion qui sont faibles. Quand on considère seulement ces valeurs-là, il n'y a vraiment pas d'orientation. La seule chose qu'on voit, c'est qu'on trouve un grand trou qui se retrouve au niveau, disons, qui coupe l'image presque en deux. À mesure qu'on va avancer dans les valeurs fortes, on va remarquer que la fréquence des valeurs qui sont, disons, très élevées suit en quelque sorte la trace du satellite. Ce qui corrobore un peu ce que nous avons vu au niveau des images. Vous voyez très bien. Et on peut déjà déduire ici, sans même savoir quel type d'image c'est, que nous sommes au niveau d'une image descendante. Vous voyez ici, quand on regarde très bien, disons, cette image-ci, cette figure-ci, on voit très bien la rétrodiffusion qui est élevée pour cet angle-là. J'ai fait la même chose, nous avons fait la même chose. Ça ne fonctionne pas toujours, le pointeur. Alors, nous avons fait la même chose pour une image en mode ascendant. Et remarquez très bien la partie inférieure droite ici de l'image. Vous voyez très bien que on voit comme si on peut déjà déterminer à partir de cette partie-là que c'est une image ascendante. Essayez avec la souris. Ok, d'accord. Ok. Oh. C'est ça. Mal, ça. Bon, je vais reculer un peu. Alors, donc, ce que je disais tantôt, c'est qu'il y a une corrélation parfaite, pratiquement parfaite, entre, disons, les valeurs élevées, les valeurs de rétrodiffusion élevées et la trace du satellite, en réalité. Donc, en mode ascendant et descendant, on remarque ça très, très parfaitement. Mais, au fait, il existe un modèle théorique pour, disons, modéliser la rétrodiffusion. Ces modèles théoriques-là sont basés sur les formules que vous voyez actuellement. Il y a deux types de formules que j'ai mises là, que j'ai mis plus tôt. Il y a la formule qui concerne seulement les surfaces et celle qui concerne les dièdres. Dans ces formules-là, nous avons au fait deux indéterminations, c'est que nous avons, disons, l'angle qui agit, bien entendu, la hauteur de l'objet qui va agir, bien entendu, et sa largeur. Mais comment déterminer cette hauteur et cette largeur-là? C'est ce que les simulations présentes nous ont permis de générer. Parce que, en prenant les valeurs que nous avons eues, tout le modèle que nous avons construit précédemment, qui porte sur la fréquence des différentes valeurs selon les angles, nous avons pu générer ces différents paramètres A et B qui nous ont permis de construire un modèle complet. Et nous avons constaté que pour construire ce modèle-là, il fallait, disons, merger les deux modèles, à la fois le modèle de surface, il fallait, disons, fusionner ces deux modèles, le modèle de surface et le modèle, disons, de dièdre. Et ces deux modèles-là nous permettent de nous approcher beaucoup plus du type du modèle réel de RadarSat. Au fait, le modèle de compensation qu'on avait, on a plutôt adopté, c'est un modèle de rapport. C'est-à-dire qu'on prend la rétrodiffusion optimale, c'est-à-dire celle qu'on suppose dans le cas où
l'objet est orienté de manière optimale par rapport au satellite, et à partir de ce moment-là, on le divise par la réponse qui a été donnée sur le modèle réel, et on va trouver un facteur qui va être appliqué à ce pixel-là ou à cette valeur-là au niveau de l'image. Quand on fait la corrélation entre le modèle réel et le modèle théorique, on se retrouve avec la figure que vous voyez qui quand même démontre une certaine rigueur dans le travail qui a été fait. Quand on applique ces corrélations, quand on applique le modèle, le facteur, quand on applique ce facteur-là, vous voyez très bien ici que en bleu, nous avons l'image originale plutôt, nous avons l'image originale en bleu, et en vert, c'est l'image corrigée. Nous avons corrigé ici 3 types d'images. Il y a un F4, 2 F4 plutôt, et puis un 12. Les résultats, disons, au final, nous donnent quelque chose qui ressemble à ça. Vous voyez ici, on est parti de là, qui est l'image originale plutôt. L'image de départ, voilà l'image corrigée. Pour, disons, la figure qui est au milieu, nous avons également la même chose, ainsi de suite. Ces corrections-là ont été validées. Le mode de validation que nous avons utilisé est double. C'est-à-dire qu'on regarde sur l'image originale, l'image, disons, réelle, plutôt, on regarde sur l'image brute, des endroits qui sont identiques et qui sont orientés de manière optimale par rapport au satellite. À partir de ce moment-là, nous prenons la partie qui a été corrigée et nous comparons si les valeurs sont proches. Ça, c'est la première méthode de validation. La deuxième méthode de validation consiste à, disons, utiliser 2 images qui sont prises en 2 modes différents, mode ascendant et descendant. À partir de ce moment-là, un objet qui est orienté de manière optimale sur l'image en mode ascendant ne l'est nécessairement pas sur l'image descendant. Et on trouve le même objet qui peut être orienté. Par chance, on peut trouver des objets qui vont être orientés de manière optimale sur l'image ascendante et être orientés de manière quelconque sur l'image descendante. À partir de ce moment-là, ça devient une référence de correction. Donc voilà un peu ce que nous avons fait avec ces images-là, le modèle que nous avons mis au point. Nous voudrions remercier surtout le projet SOR qui nous a fourni quand même une 40aine d'images pour, disons, procéder, disons, à cette correction. On a essayé également cette correction-là sur la zone de Sun City aux États-Unis et ça a l'air de fonctionner bien. Les prochaines étapes, ce serait carrément d'automatiser cette correction-là, c'est-à-dire de créer de petites fonctions qu'on peut mettre dans PCI Geomatica ou bien dans ArcGIS qui permettraient d'automatiser, disons, facilement ce genre de correction. Également, on a essayé d'appliquer ces corrections-là sur des images qui ont été, disons, par la suite classifiées. Je peux dire que le gain qu'on obtient au niveau de la classification, ce n'est pas un gain uniforme. Le gain qu'on va chercher quand on classifie en utilisant ce modèle-là dépend au fait de la structure de la ville. Si nous avons une ville où les rues sont orientées de manière presque uniforme, le gain est très faible. Par contre, si nous sommes dans une ville où les rues sont orientées de manière quelconque, c'est-à-dire d'orientation très très diverse, le gain devient très très substantiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kodja. On a le temps pour quelques questions. Pas de questions? Bien, merci beaucoup. Ceci complète... Merci. Bravo. Ceci complète la session de présentation pour l'observation de la Terre de cet après-midi. Merci de votre participation, de votre présence. Bon retour.